Bonjour à tous, j'ai le plaisir et l'honneur de modérer aujourd'hui une table ronde sur la santé des aidants. Je suis Céline Bonnemont, gériatre au centre hospitalier d'Angoulême et pilote du pôle personnes âgées. Donc aujourd'hui, je serai accompagnée de plusieurs autres professionnels qui travaillent aussi dans ce domaine. Docteur Burbeau qui sera avec nous juste après. Il y aura également Madame Conché qui est assistante sociale et Madame Berthelot, psychologue. Pour commencer cette table ronde, on va présenter quelques données en introduction. Donc les aidants, c'est 8 à 11 millions de personnes en France. Et il y a beaucoup de définitions de l'aidant. J'ai fait le choix d'une en particulier qui est relative à l'article 51 de la loi de 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement. Les aidants, ce sont des personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. J'ai choisi cette définition parce que je la trouve très intéressante par rapport aux mots que sont la régularité, la fréquence, le côté non professionnel et le poids sur l'activité de la vie quotidienne, tout simplement parce que ces données montrent le retentissement possible sur le bien-être physique, psychique et social des personnes concernées. Des chiffres aussi que l'on connaît tous, qu'on retrouve donc dans beaucoup d'observatoires, c'est un Français sur 6 qui est concerné en tant qu'aidant, 90% aident un membre de leur famille, dont 52% un de leurs parents. 37% des aidants sont âgés de 50 à 64 ans. Vous verrez que cette donnée est très importante dans les propos qui vont suivre. 57% sont des femmes. 44% ont une activité professionnelle et 31% estiment délaisser leur propre santé. Et donc c'est bien cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la santé des aidants. Alors de manière sociétale, dans les médias, on entend souvent des mots qu'on va utiliser malgré tout aujourd'hui, que sont les mots de fardeau, dans le sens du stress, de la contrainte et du poids de l'aide, et en miroir le mot répit. J'utilise ces mots qui sont des représentations et des stéréotypes, et qui sont malheureusement aussi teintés un peu de fatalisme, qui ne sont pas non plus le reflet de la réalité. Lorsqu'on est un aidant, nous ne sommes pas forcément dans une démarche négative et d'épuisement, mais on sait malgré tout que c'est aussi un risque. Et d'ailleurs, toutes les études qui s'intéressent à la santé des aidants contrebalancent toujours ce qu'ils peuvent observer avec ce qu'on appelle aussi la charge, qui est différente du fardeau, même si ce terme peut sembler malgré tout toujours un petit peu péjoratif. Et cette charge, entre guillemets, elle va varier en fonction de la nature de l'handicap, du caractère fixe ou évolutif, notamment dans les pathologies neurodégénératives, et également de l'âge de l'aidant, de l'aider. On sait aussi que cette charge, elle va varier en fonction de l'individu. Chaque personne est unique, a son histoire de vie, il y a un environnement, il y a une subjectivité qui fait qu'évidemment on ne réagira pas du tout de la même manière avec une charge entre guillemets identique. Les études, elles s'accordent à nous dire qu'il y a à peu près un tiers des aidants principaux qui estiment qu'il peut effectivement y avoir un impact négatif sur leur vie. Et lorsqu'on va un petit peu plus loin dans les résultats, on se rend compte que c'est surtout la santé mentale qui est touchée. Et cette santé mentale qui se traduit par la fatigue, par le stress psychologique, dans les 2 tiers des cas. Aussi la fatigue physique, mais qui est souvent moins prononcée. Et surtout, lorsque la personne considère qu'elle a une charge lourde au quotidien, 40% d'entre eux parlent de dépression, avec tout ce que ça peut renvoyer sur le plan psychologique en termes de colère, de culpabilité, de frustration, d'estime de soi. Bien évidemment, s'accompagnent dans ces cas-là des troubles de l'attention, donc de la mémoire, des troubles du sommeil, avec une consommation en psychotropes qui est présente et dont on connaît les conséquences. Beaucoup d'études aussi se sont appuyées sur l'aspect purement physique. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ces résultats parce que là, je vous les donne de manière factuelle, en dehors de tout contexte environnemental. Il ne faut pas en faire non plus une vérité, mais ce qui a été prouvé, c'est que lorsque vous êtes aidant principaux, vous êtes plus sujet et que vous ressentez une charge importante, vous êtes plus sujet à faire des cardiopathies, à faire un diabète, parfois même un cancer, avec toute la subjectivité bien sûr que cela représente. Et puis également, vous êtes sujet à avoir des pathologies rhumatismales, des lombalgies, de l'arthrose. Ça, c'est quand l'impact effectivement peut être négatif. C'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets la zone rouge. En tant que professionnel, il faut repérer pour pouvoir aider les aidants lorsqu'ils sont dans cette circonstance-là, dans cette situation-là. Il faut également être positif. Un tiers des aidants principaux déclarent que l'accompagnement d'un proche a des répercussions positives sur leur bien-être. Et moi, j'ai envie de terminer sur cette image positive, d'autant plus que des études ont également montré que lorsqu'on a un état de santé initial qui est correct, il n'y a pas plus de risque de faire notamment une cardiopathie que des non-aidants. C'est sur cet élément que je voulais terminer l'introduction et maintenant donner la parole au docteur Burbeau
qui va pouvoir se présenter et on va notamment parler de prévention. Merci Céline. Oui, effectivement, je suis directrice du centre de prévention Bien Vieillir Agir Carco qui propose des bilans de prévention primaire aux seniors à partir de 50 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la prévention primaire? En quoi ça consiste? Alors la prévention primaire, ça fait partie de la classification de la prévention. On parle de la prévention primaire, secondaire et tertiaire en médecine. Nous connaissons tous en tant que médecins et en tant que patients la prévention secondaire et tertiaire, se soigner les complications de nos maladies. Mais la prévention primaire, elle est relativement peu connue et surtout sous-utilisée, puisqu'elle consiste à en repérer ce qui peut avoir un impact sur notre santé par rapport à l'apparition notamment de maladies chroniques. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à la prévention primaire à partir de 50-60 ans. Et une des questions qui sont souvent relayées par les personnes, c'est qu'est-ce que veut dire vieillir en bonne santé? Alors, vieillir en bonne santé, c'est un concept qui est apparu depuis quelques années, depuis que nous avons une petite fille sur 4 ou 5 qui devient centenaire. Donc maintenant, l'enjeu, c'est plus tellement de vieillir, on le sait tous. Moi, ce que je dis toujours à mes patients, quand je leur dis que souvent on dit j'en ai plus pour longtemps, je dis non, on peut plus dire ça maintenant, parce que le temps il peut être long, donc tant qu'à faire, faisons en sorte qu'il soit le meilleur possible. Et donc maintenant, les chercheurs, les médecins s'intéressent à notre vieillissement en santé, en bonne santé. Le vieillissement en bonne santé en France, il est relativement bas, contrairement aux pays scandinaves, puisqu'il est autour de 62-63 ans pour les femmes. Et ça peut être précipité par une situation de fatigue inhérent à justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et en pratique, comment se déroule une consultation de prévention? Alors, par rapport à la proposition que fait le centre de prévention, nous proposons un bilan de 2 heures avec un médecin gériatre pendant 1 heure qui propose une consultation gérontologique standard qui évalue tous les aspects de notre santé, y compris un test auditif, y compris un test de vision, un test d'équilibre, un examen et surtout un échange de 1 heure avec une personne qui peut justement offrir ce temps-là pour s'intéresser à toutes ces éventuelles difficultés, et 1 heure avec une psychologue qui rassure pour le plus souvent grâce à ses tests mémoire sur nos petites inquiétudes par rapport à nos oublis bénins, mais qui fait aussi un point sur notre état émotionnel, sur notre anxiété, sur nos troubles du sommeil, sur nos problématiques particulières. Et à la suite de ça, ce bilan fait une synthèse, propose un courrier qui est envoyé également au médecin traitant et qui oriente la personne vers des préconisations. Ces préconisations peuvent être des préconisations d'ateliers. Est-ce que vous avez des exemples précis de conseils à donner aux aidants par rapport à leur état de santé? Est-ce qu'il y a des choses que vous abordez en consultation? Alors, un aidant, la plupart du temps, et on l'a observé encore plus là pendant cette période de crise sanitaire, a tendance, malgré tout, on a vu qu'ils ne sont pas des personnes très âgées, qui peuvent être encore en activité, ils sont pas forcément en grande difficulté de soins, de santé. Par contre, l'aidant va oublier de mettre à jour ses vaccins, de faire sa mammographie, d'aller chez le dentiste, va faire un petit peu moins attention à ce qu'il mange parce qu'il fait avant tout à manger à la personne qui l'aide. Et petit à petit, toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines prises individuellement, cumulées, peuvent le rendre en état de fragilité avec un petit peu de temps. En pratique, je suis aidante, comment je peux venir vous rencontrer en consultation? Alors, depuis l'année dernière, on propose des consultations sur Angoulême à Gompontour, au centre paramédical du Grand Bourg-Lyon. Nous sommes là tous les mardis. Il est nécessaire de prendre rendez-vous.
Il faut appeler au numéro de téléphone que vous voyez apparaître sur l'écran et on vous donnera un rendez-vous quand au moment qui vous convient le mieux. Ce sont des consultations qui sont entièrement financées par les caisses de retraite complémentaires et qui sont gratuites pour toute personne qui souhaite en bénéficier. Est-ce qu'il y a un âge limite ? Ah non, il n'y a pas d'âge limite, bien sûr. Il y a un âge, je ne prends pas les personnes en dessous de 45 ans. Voilà. La moyenne d'âge que des personnes que nous accueillons, elle est autour de 70 ans. Hein, voilà. Mais il est très intéressant de s'intéresser à la prévention de sa santé quand on est encore actif. Je vous remercie beaucoup. De rien. Nous venons d'aborder la prévention dans la santé des aidants et plus spécifiquement la prévention primaire. Maintenant, nous allons aborder le parcours de santé des aidants. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Madame Conché, assistante sociale. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Madame Conché, assistante sociale à la MSA des Charentes. La MSA met en place ce que l'on appelle des parcours santé des aidants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus spécifiquement en quoi consistent ces parcours de santé ? C'est un parcours qui est proposé à toute personne qui accompagne au quotidien et qui est aidant et qui se déroule en 3 étapes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 3 étapes ? La première étape, c'est une réunion d'information collective à destination donc des aidants pour les informer et les sensibiliser sur les risques médico-sociaux spécifiques liés à l'aide de patients dépendants. Ensuite, il y a une deuxième séance qui est une consultation spécifique aidant, donc avec une orientation auprès du médecin traitant. Et une dernière étape qui est un échange collectif suite à cette consultation avec l'ensemble des aidants. Et quand on évoque la consultation longue, comment ça se déroule ? Alors, c'est la deuxième étape du parcours santé des aidants, la consultation longue. Les aidants sont amenés à prendre contact avec leur médecin traitant et c'est un temps qui leur est entièrement dédié. C'est une consultation qui dure à peu près une demi-heure où l'ensemble des thématiques sont abordées avec l'aidant. Et des thématiques qui concernent leur vie tous les jours, qui concernent l'information, la prévention, qu'est-ce qui est abordé ? Alors cette consultation, elle permet d'évaluer l'état de santé, de dépister et traiter les troubles éventuels de l'aidant. Les troubles qui vont être physiques, psychiques, est-ce qu'on aborde de manière multidimensionnelle ? Exactement, il y a une grille sur lesquelles l'ensemble des thématiques sont abordées avec le médecin traitant. En pratique, comment peut-on avoir accès à ces consultations longues et quelles sont les modalités ? Alors, dans le cadre du parcours santé des aidants, la personne qui participe au parcours santé des aidants va avoir une orientation par son médecin traitant. La MSA se charge d'adresser un courrier à son médecin traitant et le patient, derrière, prend le rendez-vous. La consultation est entièrement prise en charge sans avance de frais pour toute personne, quel que soit son régime d'affiliation, qui fait le parcours santé des aidants. Après, il faut savoir que cette consultation aidant, elle peut se faire pour toute personne aidante qui le souhaite auprès de son médecin traitant et à ce moment-là, c'est sa caisse d'assurance maladie, comme toute consultation, qui peut la prendre en charge. Et est-ce que la MSA propose d'autres dispositifs pour les aidants ? Alors la MSA propose donc le parcours santé des aidants, mais accompagne également les aidants des retraités agricoles qui en ont besoin en sollicitant le service d'action sanitaire et sociale de la MSA. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Donc la santé des aidants se décline en 3 dimensions, psychologique, physique et sociale. Et après avoir abordé la prévention et le parcours santé, on va voir avec Lydie Berthelot, qui est donc psychologue au niveau de la plateforme de répit et des aidants du Sud et Ouest Charente, quelles actions peuvent être proposées en pratique sur le territoire. Je vous laisse vous présenter. Je suis donc psychologue à la plateforme des aidants du Sud et de l'Ouest Charente et j'accompagne donc les aidants dans leur parcours auprès de leurs proches. Et dans ce cadre d'accompagnement et de partenariat, j'ai eu l'occasion d'animer et de participer aux ateliers santé qui sont proposés par la Mutualité française. Et en quoi consistent ces ateliers ? Alors, ces ateliers, ils sont séquencés en
plusieurs temps forts. Un premier temps de sensibilisation en fait pour interroger et sensibiliser sur la question, pour sensibiliser sur la santé des aidants et permettre aux personnes de s'interroger où ils en sont, eux, dans leur parcours de soins, dans leur parcours de santé. Puis après, 3 autres temps forts. Là, on est sur 3 ateliers qui sont menés par différents professionnels. Et puis, un temps de conclusion, de synthèse, pour savoir un petit peu a posteriori comment les aidants ont vécu ces ateliers, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en pratique. Et lorsque vous évoquez ces ateliers avec ces professionnels, est-ce qu'il y a des ateliers qui vont être dédiés, physiques, psychiques, et quels professionnels peuvent intervenir? Alors, à chaque fois, la mutualité s'appuie sur des professionnels du territoire, sur les ressources du territoire, et donc ce sont des professionnels après que les aidants peuvent, s'ils le souhaitent, rencontrer en dehors de ces ateliers pour poursuivre l'exploration d'outils qui leur a été présentés. Et chaque atelier a une spécificité, un thème particulier. Le premier atelier, en fait, porte sur la santé physique. D'accord. Au cours de cet atelier, en fait, on amène les aidants à réfléchir sur leur état de santé et à verbaliser quelles sont leurs difficultés. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le parcours de soins peut être oublié, peut subvenir des problèmes de sommeil, l'alimentation est peut-être un peu moins surveillée pour eux, puisque ils font focus sur leurs proches. Au cours des ateliers, on peut faire appel à des médecins, des infirmiers azalées, des sophrologues, des personnes qui sont là pour leur donner des clés pour soit se maintenir en bonne santé ou en tout cas essayer de retrouver un état de santé. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le rôle des infirmières azalées? Bien sûr, les infirmières azalées, en fait, ou infirmiers azalées, sont des professionnels qui sont formés à la prévention et qui sont une ressource importante du territoire sur lequel on peut s'appuyer. Donc ils font aussi le relais avec les cabinets des médecins traitants. Tout à fait, puisque la plupart des infirmiers azalées sont rattachés à des cabinets médicaux. Quels sont les thèmes des 2 autres ateliers, notamment du deuxième? Alors, le deuxième atelier porte sur la santé psychique. Et dans cet atelier, on fait surtout le focus sur les émotions que peuvent ressentir les aidants. Donc la colère, le stress, la fatigue. Et en règle générale, cet atelier, il est mené par un psychologue et un autre professionnel de l'accompagnement. Donc c'est des professionnels qui ne sont pas toujours les mêmes? Non. En fonction des disponibilités? Alors, en fonction des disponibilités, mais aussi en fonction du territoire et des ressources présentes sur ce territoire. Et est-ce que les aidants peuvent vous demander de revenir sur ce même atelier? Ou lorsqu'on a fait l'atelier 1, 2, on doit forcément faire l'atelier 3? Alors, les aidants ont la liberté d'assister aux ateliers qu'ils le souhaitent. Certains ne font que le premier, que le deuxième, d'autres font l'ensemble. C'est vraiment un parcours à la carte, selon les besoins des aidants. Et le 3e atelier traite de quelle thématique? Le 3e atelier porte sur la santé sociale. Où là, on fait le point sur les ressources pour se maintenir en relation avec les autres sur son territoire. Madame Berthelot, est-ce que vous avez d'autres détails à nous dire sur le déroulement de ces ateliers?
Alors, ces ateliers se déroulent sur 2 heures avec 2 temps forts. Un premier temps d'échange entre aidants, un temps d'information, des informations qui sont apportées par les professionnels qui sont présents, et puis la mise en pratique des outils qui sont apportés lors de ces ateliers. Et pour pouvoir participer en fait à ces ateliers santé, il est important de pouvoir s'inscrire auprès de la mutualité française de Nouvelle-Aquitaine, et on peut se rendre directement sur le site ou les contacter au numéro qui s'affiche. Je vous remercie. Nous approchons de la fin de cette table ronde sur la santé des aidants. Donc, comme vous avez pu le voir avec tous les dispositifs qui vous ont été présentés, la santé des aidants est véritablement un enjeu de santé publique. Nos pouvoirs publics en sont conscients depuis plusieurs décennies maintenant, puisqu'on sait que sur plusieurs plans de santé publique, il y a souvent eu des actions pour les aidants. Mais la difficulté est la visibilité et l'hétérogénéité sur les territoires. On sait aujourd'hui qu'il y a une multiplicité de dispositifs qui sont souvent peu visibles pour les usagers, et c'est aussi l'intérêt de cette table ronde de pouvoir faire connaître tout ce qui existe tout en sachant qu'il existe encore d'autres choses, et la communication est donc essentielle. On sait que l'enjeu crucial dans la santé des aidants, c'est l'accompagnement sur la durée, et que l'accompagnement de qualité d'un proche, c'est aussi conserver son énergie et sa santé sur la durée. Et pour ça, on peut avoir des réponses. Aujourd'hui, on en a eu énormément et on peut aussi se situer sur 2 niveaux. On a évidemment le niveau professionnel. Donc là, je parle en tant que médecin et avec tous mes confrères qui étaient présents aujourd'hui. En tant que professionnel, notre rôle, il est de rassurer l'aidant. Le rassurer, ça veut dire aussi permettre d'avoir une optimisation du parcours de soins de la personne qui est accompagnée, d'essayer d'être le plus optimum possible. Donc ça, c'est un travail pluridisciplinaire d'un territoire qui est bien sûr inhérent à l'aidant. Une des deuxièmes clés, c'est de ne pas confondre l'aidant et le professionnel. Il faut également éviter de réduire le rôle du proche à l'aidant, et il faut également éviter et rompre avec cet isolement qu'on observe très souvent dans le couple aidant-aidé. Donc en tant que professionnel, il y a un travail de formation, d'utilisation d'outils et de coordination sur le territoire de façon à pouvoir vous permettre d'avoir accès à tous ces dispositifs qui existent. Pour cela, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers la plateforme de répit et des aidants. Il en existe 2 sur les territoires, la plateforme territoriale d'appui, les différentes associations, le département. Je pense que c'est auprès de ces professionnels que vous pourrez aussi avoir des clés sur ce qui existe. Et puis, la deuxième réponse, elle vient bien évidemment de vous, les aidants. Je pense qu'aujourd'hui, tous nos intervenants ont pu vous apporter des clés. Ce ne sont évidemment pas des injonctions, mais des conseils. Et tout ce qui a été présenté aujourd'hui vous donne la possibilité aussi de le réutiliser. Le docteur Burbeau nous a parlé de la prévention par rapport à l'hygiène de vie. Donc, ne pas hésiter aussi à prendre soin de soi sur le plan du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique avec des professionnels qui peuvent vous accompagner. Il ne faut pas hésiter non plus à alerter votre médecin traitant, comme l'a dit Madame Conchet. C'est très important ces consultations longues et ça vous permettra également d'avoir des réponses et puis de connaître un petit peu mieux les dispositifs sur le territoire. Il ne faut pas non plus renoncer aux soins. Là aussi, ça a été beaucoup abordé. On a souvent tendance à s'oublier et il existe de par les dispositifs des possibilités d'accompagnement et de prendre le relais avec les personnes que vous aidez de façon à vous permettre d'aller prendre soin de vous. Il ne faut pas non plus rester seul. Là encore, chacun est une personne unique. On sait bien que par rapport à votre autonomie, à votre liberté, vous n'avez pas forcément toujours besoin d'être avec d'autres. Mais à un moment, savoir qu'il existe des professionnels qui peuvent vous aider ou des personnes qui vivent la même chose que vous. Et donc pouvoir participer à des ateliers comme Madame Berthelot vous les a décrits, c'est quelque chose qui peut être très positif dans votre parcours de soins. Et puis aussi, ménagez-vous. Se ménager, ça veut dire évidemment se permettre du répit. Il existe plusieurs dispositifs sur la Charente, les hébergements temporaires, l'accueil de jour, ça c'est le côté pratique. Mais il y a aussi vaincre la culpabilité, on sait que ce sont des étapes psychologiques qui ne sont pas simples. Et là encore, dans tous les dispositifs qui vous ont été présentés aujourd'hui, il y a toujours une psychologue qui est rattachée. Et donc je pense qu'il est important de les solliciter pour que vous puissiez vous aussi passer ces étapes psychologiques qui sont des étapes extrêmement difficiles. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de vos proches et merci.